Une ancienne responsable politique déléguée à la biodiversité, et grâce à votre livre que nous allons détailler, qui à l'échelle de chacun contribuer à bâtir un monde meilleur. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ah, merci pour cette belle question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très très heureuse d'avoir l'occasion de parler de ce message, justement, de ce message d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus ou moins consciemment une forme de résignation, alors qu'il ne dit pas son nom, mais il y a beaucoup un sentiment d'impuissance. On a beaucoup dit, on va faire les petits gestes, et puis tout le monde s'y met, et puis il faut que les politiques s'y mettent, et puis ils vont s'y mettre, et puis ils promettent tout le temps qu'ils vont s'y mettre. Et donc finalement, on est en train un petit peu de se dire, ouais, c'est pas gagné. Et donc ça a un coût énorme en termes notamment d'estime de nous-mêmes, hein. Collectivement, on est en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fait à notre terre, et on n'arrive pas à redresser la barre. Et donc tout ça, bien sûr, nous affecte, et on a plein d'émotions liées à l'état de la terre qu'on ne reconnaît pas collectivement. On parle d'éco-anxiété de plus en plus, mais il y a beaucoup plus que de l'anxiété liée à l'état de la terre, et c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. Certains jeunes nous disent qu'ils se vivent comme des parasites de la terre. Ils disent on est des parasites de la terre, donc c'est terrible d'entendre ça. Donc il y a aussi parfois de la honte, du dégoût, etc. Donc tant que toutes ces émotions, on ne les reconnaît pas et qu'on ne s'en sert pas pour passer à l'action, puisque l'action, normalement, enfin l'intention positive de l'émotion, normalement, c'est de nous mettre en mouvement, hein. L'étymologie de l'émotion, c'est movere, mouvement vers l'extérieur. Donc quand on accueille nos émotions, qu'on les reconnaît et qu'on agit en conséquence, qu'on entend le message, on reprend espoir, on reprend confiance, on a la tête haute, on est fier de soi. Alors que quand on ne le fait pas, le problème, c'est que ça a un coût psychique énorme, parce qu'en fait, on refoule l'émotion. Donc on ne la reconnaît même pas, elle reste en nous, elle nous plombe, elle nous désespère, et c'est pour ça qu'il y a autant de marasme à mon sens. Donc bien sûr, c'est le moment ou jamais d'aller voir ça, de réhabiliter cette dimension sensible en fait, hein, de notre conscience. On utilise beaucoup notre intellect, notre raisonnement, on sait plein de choses, on sait tout scientifiquement sur l'écologie, sur l'état de la Terre. Maintenant, réhabilitons cette conscience sensible de notre interdépendance avec le vivant, de toutes ces émotions, et là on retrouve des leviers mais d'émerveillement et d'espoir. Évidemment, on est tellement plus heureux quand on s'accomplit, comme j'invite à le faire dans mon livre, se connaître, travailler sur soi pour être dans un développement personnel qui nous rende heureux, qui s'harmonise bien sûr et qui soit respectueux du vivant. Et ça rend profondément heureux. Alors vous avez effectivement décomposé votre livre en 3 chapitres, l'écologie intérieure, l'écologie relationnelle et l'écologie environnementale et le bien commun. Pourquoi, tout d'abord dans l'écologie intérieure, pourquoi la neuropsychologie est si importante? Ah, merci encore pour cette question. Alors en fait, ce qui est passionnant, c'est que quand on étudie comment fonctionne notre cerveau, il y a énormément de choses à dire, donc ils sont dans le livre, je ne vais pas tout dire là, on n'a pas énormément de temps. Mais quelque chose qui est très important, c'est de comprendre qu'on a un fonctionnement qui est automatisé, donc répétitif et non conscient, à plus de 90%. C'est normal, on est tous câblés pareil. Notre cerveau, tout ce qu'il peut automatiser, il l'automatise. Et donc le moule dominant, le moule social, la norme en fait, hein, nous a invités à des tas de formes de déresponsabilisation. C'est normal de manger des aliments qui ont une qualité très mauvaise pour notre santé et très mauvaise pour l'environnement. Donc comme c'est la norme et que tout le monde le fait, finalement on le fait parce qu'on n'y pense même plus. Alors que finalement, aller travailler cette écologie intérieure, remettre de la conscience sur comment marche notre cerveau et tous ces circuits conditionnés, comment on peut reprendre finalement de la liberté, de la souveraineté et de la fierté, là encore, c'est passionnant, et effectivement, ça s'appuie sur les neurosciences. Vous êtes passionnante également. Merci. Quelles sont, et ça c'est important je pense pour tout le monde, quelles sont les différences entre les besoins primaires et les besoins secondaires? Dans la pyramide des besoins telle qu'elle a été théorisée par Abraham Maslow de la psychologie humaniste, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, on a les besoins vitaux. Alors là, bien sûr, on a des pulsions qui peuvent s'emballer, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abondance, alors qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'est conditionnée en période de rareté. C'est ce que dit Sébastien Boller dans Le Bug humain, hein. Donc on peut avoir des élans compulsifs sur nos besoins primaires,
se nourrir, se reproduire. Bon, mais ça, voilà, on peut le subir, mais on peut quand même assez facilement mettre de la conscience là-dessus. Et puis se nourrir autrement par des choses qui nous rendent plus heureux, qui font plus sens profondément, donc qui nous amènent un bonheur plus durable. Donc ça, c'est les besoins primaires. Et ensuite, dans les besoins secondaires, il y a l'être humain est un animal social qui ne vit que de ce qu'il donne et ce qu'il reçoit du monde. Et donc, quand on voit combien ce besoin d'appartenance et finalement, du coup, cette tendance à se conformer, et en psychologie sociale, on voit que c'est tout à fait un processus normal d'être dans une forme de conformisme par rapport à la norme dominante. C'est normal parce que ce besoin d'appartenance, il arrive avant le besoin de réalisation. Donc le besoin de réalisation, c'est celui qui dit « moi, c'est ça qui me met en joie, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que j'ai d'unique ». Mais avant ça, on a besoin de se sentir appartenir. Et donc, quand on voit que la norme dominante, c'est le modèle qu'on connaît, quand on voit comme c'est compliqué parfois de... Je sais pas, moi, je vois des conflits générationnels très forts dans les familles où tu as des jeunes qui disent « non, mais... papy, arrête de manger de la viande, en plus c'est même pas de la bonne qualité, tout ça, et c'est pas bon pour la terre, et quelle terre tu nous laisses ?» Et il y a tout de suite des conflits, parce qu'en fait, voilà, c'est la norme. Et donc c'est compliqué de revendiquer finalement, ou d'assumer, ou d'oser, de faire certaines choses autrement que la norme, parce qu'on est vite jugé. Et donc je vois aussi beaucoup de... Moi je l'ai vécu dans ma famille où on m'a dit « mais t'es pénible, tu veux pas manger de viande, t'es pénible ». Bon, moi j'adore la viande, mais j'en mange pas beaucoup, et quand elle est de bonne qualité. Et je l'ai vécu ça. Et donc voilà, assumer finalement autre chose, c'est pas... il faut un petit peu de courage, un petit peu de conscience, et puis apprendre à le faire voilà, d'une manière constructive. Et tout ça, ça se travaille un petit peu, et c'est tout à fait faisable. Vous insistez effectivement lourdement, sur le bilan des expériences passées. Oui. Et en même temps, il serait bien de les fermer, ces dossiers du passé. Oui, c'est ça. En fait, on est plein évidemment de notre héritage, surtout quand on ne l'a pas retravaillé. Parce que vous savez, le passé, dès qu'on le remet en conscience, on le réécrit, on peut le réengrammer d'une manière plus positive si on le souhaite. Bon, on ne va pas approfondir là ce sujet, mais c'est vrai qu'on peut avoir des blessures, on va dire, du passé qui ont pu créer des masques de protection qui nous insensibilisent un petit peu, parce qu'au lieu d'être vivant et fluide, on dit « oulala, là il y a une peur », c'est inconscient, hein, c'est des peurs antérieures qui agissent comme des alertes qui nous protègent, et donc tout de suite on se ferme à certaines choses au lieu d'être fluide et d'oser sortir parfois de la zone du connu. On parle souvent de zone de confort, mais en fait parfois elle n'est pas du tout confortable. Elle est connue, c'est différent. Voilà. Et donc aller explorer ce qu'on ne connaît pas, évidemment, le cerveau il n'aime pas ça, parce que c'est un risque qui n'est pas mesuré, qui n'est pas appréhendé, et donc on ne sait pas. Le cerveau, il a tendance à vouloir nous protéger. Mais en fait, mesurer les risques, mettre de la conscience et dire là, je vais me challenger un petit peu, même si j'ai peur, là, je vais peut-être mesurer le risque et prendre une petite part de risque. Ça nous permet d'aller découvrir qu'on peut être peut-être beaucoup plus en confort et accompli autrement. Et donc voilà, nos peurs et nos blessures du passé, souvent elles opèrent quand même comme des filtres encrassés ou comme des masques qui nous coupent un peu de notre vitalité, de la dimension vivante en nous. Alors, on ne va pas tout évoquer sur l'écologie intérieure, on va plus parler maintenant d'écologie relationnelle, avec, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, les émotions, mais surtout la gestion des tensions et des conflits, ça c'est important. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Comment on gère les conflits comment on et les les gère ? tensions ? Bien vous évidemment. savez, il y a Jacques Salomé qui est là. Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de prendre la mesure qu'on est tous différents, et que ça c'est souvent un problème qu'on a dans notre société où le moule est un peu quand même à la compétition, et où l'enjeu c'est souvent d'avoir raison, et on se dit mais non, c'est moi qui ai raison, alors l'autre il a forcément tort, et puis sinon ça remet en question quand même notre estime de nous-mêmes quand l'autre peut-être a raison aussi, ou que du coup ça veut dire que nous on a tort. Alors si on n'a pas la marge d'estime de soi pour dire finalement peut-être que c'est moi qui ai tort, et puis peut-être que l'autre il a sa vérité et que moi j'ai la mienne, et que sa vérité ne menace pas ma vision. Donc apprendre à respecter la différence, je sais que ça peut sembler bateau, mais quand on le vit, et quand on le vit dans ses relations, ça change tout, parce qu'on n'est pas en train de vouloir convaincre qu'on a raison pour gagner la compète, mais juste dire ok, il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses, voilà ce que moi je ressens, et cela dit, très important, assumer aussi sa vérité, parce que je ne vais pas commencer à faire
avoir des propos genrés, mais il y a quand même des tendances où moi j'ai vu mais combien de fois des femmes se remettre en question en disant ah bon bah je dois me tromper. Et ben non, sauf que c'était elle qui avait raison. Et puis l'homme hyper sûr de lui, ah ben non, c'est sûr, c'est ça. Et ben non, c'était pas ça. Donc voilà, Ou l'inverse. Oui, bien sûr, mais je ne veux pas généraliser. Mais ce que je veux dire, c'est que accepter la vérité, que l'autre a peut-être sa vérité, c'est un double mouvement. Enfin, ce principe-là, c'est un double mouvement. C'est aussi dire, mais moi, ma vérité, c'est celle-là. Et peut-être c'est avec mes filtres et mes blessures et mes peurs et mes faiblesses et je sais pas quoi. Et ce que j'ignore, mais moi, ce que je ressens, c'est ça. Et je le dis et je le pose. Voilà. D'où le fait que ce soit important d'engager aussi une transition, comme vous le dites dans le 3e chapitre, pour l'écologie environnementale et bien commun. Nourrir notre lien à la nature vers une écologie globale et joyeuse. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire que tant qu'on subit des émotions dites négatives dont on n'a pas conscience, qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne laisse pas circuler, donc la peur, la colère, la tristesse sur l'état de la Terre, elle nous pollue, en fait, elle nous habite, elle nous plombe et elle nous empêche d'avoir l'accès aux émotions positives liées à la Terre. Parce que la nature nous fait un bien considérable, donc ça c'est hyper documenté maintenant sur un plan scientifique, en 10 ans les études sur les bienfaits pour tous nos paramètres physiologiques, notre santé psychique, immunitaire, mentale, etc. sont démontrés. Voilà, on est passé de 10 études à plus de 400, enfin quelque chose comme ça. Donc ça, c'est démontré. Et donc, ces bienfaits qu'on a grâce à la nature, c'est aussi parce qu'on s'harmonise au rythme lent de la nature, qui sont liés plus au cerveau de notre sensibilité, hein, parce que notre cerveau rationnel, lui, il s'emballe, et il est coupé. C'est pas le cerveau qui est en contact avec ce qui est vivant dans le présent. Donc ralentir un peu l'intellect là, qui surchauffe beaucoup dans notre société, qui est très stimulé, pour réhabiliter la lenteur et la conscience sensible que tout est interdépendant, que tout est relié, les principes immuables du vivant, la capacité de résilience de la vie, la capacité d'adaptation. Enfin, il y a tellement de choses qui sont fascinantes. Et moi, j'accompagne beaucoup la reconnexion à la nature. Très souvent, ça finit par des larmes de gratitude et on est émerveillé par la beauté immuable. Quand j'ai dit immuable, bien sûr, quand on déforeste et qu'il n'y a plus de nature, la beauté, elle a disparu. Mais les principes du vivant sont des principes immuables. Et cette beauté du vivant, cette force de résilience, etc. du vivant, c'est des choses, quoi qu'on fasse, ça existe. Et quand on se reconnecte à ce potentiel, j'ai envie de dire, à ces forces-là, ça nous donne un espoir considérable, ça nous émerveille, ça nous nourrit, ça nous donne une force incroyable. Et voilà, donc la reconnexion à la nature, oui, c'est très, très, très important. Alors moi, j'aurais tendance à dire, toujours par rapport à l'écologie environnementale et le bien commun, trouver son projet de vie et le mettre en œuvre. Ouais. C'est ça l'essentiel, non? Ben oui, après, chacun va... comment dire, je vais vous dire un truc qui a été sympa hier. On parlait de ça, pas donner des leçons, pas dire il faut changer son activité, il faut changer de métier, il faut. Et moi, je disais, je ne sais plus qui, dans les échanges, je disais, bah oui, chacun sa route. Et puis il me répond, chacun son chemin. Et là, je dis, mais passe le message à ton voisin. Et donc, effectivement, au bout du bout, quand on est en cohérence quand on a élagué l'être, hein, c'est-à-dire qu'on a éliminé ce qui ne nous ressemble pas ou plus, tous ces conditionnements qui finalement nous rendent pas heureux, ils font pas du bien au monde, donc qui nous empêchent d'avoir la tête haute et d'être fiers de nous. Donc quand on a supprimé ça, quand on a nettoyé ça, quand on a révélé ce qui fait sens, qui nous met en joie, nous donne de l'énergie, et qu'à un moment de l'être, bien sûr, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Comment je manifeste ce que je suis? Évidemment, à un moment, naturellement, on change des choses dans nos comportements. Mais pareil, chacun son chemin. Il y en a, ce sera l'alimentation, il y en a, ce sera leur façon d'être en relation avec les autres, il y en a, ce sera des connexions plus fréquentes avec le vivant, il y en a, ce sera s'engager dans une cause en bénévolat en plus de leur boulot, et il y en a, ce sera changer radicalement, soit de lieu de vie, soit de métier. Et donc il y a tout ça dans le livre, mais voilà, après, il est vraiment un fait pour que chacun trouve et adapte ce qu'il veut sur mesure en fait, hein, à ses besoins, à ses aspirations, à ses envies. En tout cas, votre livre, je l'ai trouvé comme vous, passionnant. Moi, j'invite en tout cas pour conclure tous les managers et les DRH à lire Révéler votre nature de Pascal Roessler, car c'est aussi un livre sur le management. Tout à fait, et j'accompagne aussi les entreprises, donc n'hésitez pas. Je l'ai bien ressenti. Merci Pascal Roessler. C'était un vrai plaisir, merci à vous. Merci beaucoup.